comme si les dinosaures, après 15 millions d'années, s'étaient réveillés pour secouer la planète. Le séisme du 2 janvier a mis à nu nos carences structurelles. On a à peu près 400 maisons à faire. On est déjà à 136. Haïti, 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 Haïti. Où tes battements que nous, une corée l'autre la vie capitale. Talent nous c'est nos sangliers, parce que c'est artiste natif natal. C'est pour tout qui capable changement. Espoir paysan, pas jamais péri. Richesse nous, c'est le peuple nous. On a tiré À la AIC, notre richesse, c'est notre peuple. Assurons notre peuple. Je sais pas, 5h51, 52, et arrivé là, on a senti les vibrations. Et il m'a dit terremoto en espagnol. Et il a dit, tu sais quoi? J'ai dit oui, c'est un tremblement de terre. Moi j'ai répondu de ma langue tout de suite aussi. Il y a un tremblement de terre. Puis là, on s'est accroché parce que la maison était en train d'osciller à des angles variant de 15 à 20 degrés. Donc c'était des oscillations sensibles. Et je n'ai pas vécu le tremblement de terre. Parce que lui, il était là, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu ses yeux exorbités, vivant l'horreur. Parce que lui, il voyait vraiment, il était placé en face de moi, il voyait la maison et il voyait au dehors la poussière qui s'élevait. Moi, je l'ai regardé dans les yeux. Je crois avoir vécu le tremblement de terre à travers ce que j'appelle le cinéma d'horreur, le cinéma épouvantable des yeux de mon journaliste. 35 secondes, et il a dit, ah, on dirait que c'est fini. Mais entre-temps, les bouillies que j'ai décrites comme des bouilles souterrains de grosses bêtes de boa ou je ne sais pas, de ces dinosaures qui se réveillent. C'est comme si les dinosaures, après 15 millions d'années, s'étaient réveillés pour secouer la planète. Il y a des anniversaires dont Haïti se passerait bien. C'était il y a 4 ans. Tout le monde se souvient du 12 janvier 2010 et ici, les esprits comme les corps sont encore en souffrance. Une fille qui est ce matin venue me faire la manucure et à qui je disais que j'avais encore des vertiges cette semaine. Et puis elle me dit, Madame Etienne, vous savez ce qui vous fait ça? C'est le 12 janvier, j'ai la même chose. Depuis une semaine, j'ai des vertiges. Et puis avant hier, ça a recommencé. Donc je ne sais pas si l'arthrose cervicale. Ça tu peux regarder. Tu vois, et je ne peux pas rester debout longtemps. C'est déformé. Avec ma ceinture. Déformé. Je voyage en fauteuil roulant. Tu vois, je ne peux pas prendre la ligne et rester longtemps, m'asseoir longtemps non plus. Donc, je suis traumatisée, je suis angoissée parce que je sais qu'il y a pire. D'après moi, le pire est derrière nous. 4 ans déjà, et les séquelles du terrible séisme demeurent encore visibles. À l'image du nombre de personnes déplacées dans les zones frappées, 143 000 aujourd'hui, quand elles se comptaient à plus d'1,5 million quelques mois après la catastrophe. En plein centre-ville de Port-au-Prince, sur la route de Bourdon, ces Haïtiens attendent encore un nouveau logement. Ils sont devenus invisibles, disent-ils, même aux yeux du président qui passe souvent sur cette route. Wilbert, 23 ans, explique les conditions dans lesquelles il vit. Nous vivons une situation là en battante. Nous vivons dans des tentes et aucune organisation n'est venue ici pour nous demander ce dont nous avons besoin. Lorsque la pluie tombe, tout le monde se réveille et personne ne peut dormir. Et regardez bien, le président passe là chaque jour. Il n'y a pas jamais campé là pour dire
Le président passe sur cette route tous les jours, mais personne ne s'arrête pour nous visiter et voir dans quelles conditions nous vivons. Ils s'occupent d'endroits tels que le bidonville de Jalousie, où ils ont peint les maisons. Maintenant, ils vont passer au Juvénat et au canapé vert. Ils dépensent là où il n'y a pas de besoin. Mais là où le peuple est dans la misère, ils ne passent pas nous dire ce qu'ils vont faire pour nous reloger. Non, les ONG ne viennent jamais ici. Avant-hier, j'ai vu des Brésiliens. Mais je ne sais pas ce qu'ils veulent, car, au fond, ils ne règlent rien de sérieux. Selon Wilbert, le choléra importé par les troupes népalaises de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, la MINUSTAH, n'a pas épargné non plus ce camp où des enfants et des adultes ont été contaminés. Gina, de son côté, 57 ans, explique comment la saison des pluies qui accélère le choléra est dure à vivre ici. Jean nous coucher nous à vivre là, c'est notre tristesse. Nous avons vraiment faire nous 4 ans là, nous là. C'est vraiment triste de voir la façon dont nous vivons ici. En saison sèche comme maintenant, nous sommes soulagés. Mais lorsque la pluie tombe, nous ne sommes pas contents. Et nous devons nous coucher sur des toiles mouillées, car nous n'avons pas de matelas. Tant qu'il y a des gens dans les camps de déplacés, l'opération globale de reconstruction n'est pas finie, a prévenu récemment Edouard Beck-Beder, représentant de l'UNICEF en Haïti depuis juin 2012. Une reconstruction qui, pour beaucoup d'Haïtiens, a été sabotée par une aide internationale et des bailleurs de fonds qui n'ont fait qu'empirer la situation, comme l'a par exemple dénoncé le cinéaste Raoul Peck dans son film Assistance mortelle. On doit pouvoir se dire aujourd'hui que malgré ces aides massives, en tout cas sur le papier, le résultat est plutôt très maigre. Et puis, pour finir, ce que je dirais, c'est que l'aide est trompeuse, puisque quand on donne une aide, en général, on a environ 40% à 60% même, dans certains cas, de l'aide qui n'est pas dépensée dans le pays qui reçoit. Il est retenu dans le pays qui donne cette aide. Donc, on peut dire que finalement, est-ce qu'on peut parler ainsi de ce terme générique aide et qui englobe tellement de situations totalement différentes les unes des autres. Chacun mène quelque part sa politique nationale. Même les organisations internationales, on ne peut pas dire que l'ensemble des pays qui participent à ces organisations ont la même voix. Je pense qu'il y a des voix prépondérantes, en général, qui correspondent à leur rapport économique, à leur rapport financier à ces organisations. Il serait naïf de croire que les États-Unis n'ont pas une grande influence sur ce que décide la Banque mondiale, sur ce que décide le Fonds monétaire international, sur même ce que décide le Conseil de sécurité. Donc c'est vrai que, et c'est valable pour d'autres pays, si on avait la capacité, l'intelligence de pouvoir, et la force aussi bien sûr, de pouvoir négocier de plein pied avec ces différents intervenants, on pourrait obtenir des avantages plus importants. En 2014, les grands édifices de l'État ne sont toujours pas reconstruits. Il en est de même pour le Palais national. Par contre, le Champ de Mars a été réhabilité grâce à l'aide canadienne et dans les hauteurs de la capitale, à Pétionville, plusieurs places publiques ont été totalement refaites, dont celle de la place Boyer et de la place Saint-Pierre. Mais la tâche reste immense pour le bon fonctionnement des institutions de l'État, comme en témoigne le professeur Samuel Pierre, ingénieur, président du groupe de réflexion pour une Haïti nouvelle et professeur titulaire au département de génie informatique et génie logiciel de Polytechnique à l'Université de Montréal. Quand on regarde l'ensemble de la tâche à faire, il y a encore énormément qui reste à faire. Énormément qui reste à faire, et dans la mesure où un pays, pour qu'il puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des institutions, et ces institutions, pour qu'elles puissent être fonctionnelles, doivent être hébergées dans des lieux qui rendent le travail possible. Or, ce n'est pas le cas malheureusement, parce que nous avons encore des ministères qui sont mal hébergés, et nous avons l'université d'État par exemple qui a été démolie et qui n'a pas été reconstruite non plus, l'école normale supérieure, donc un certain nombre de facultés qui n'ont pas été publiques, qui n'ont pas été reconstruites, la cathédrale qui ne relève pas de l'État mais qui est quand même une institution nationale qui n'a pas été reconstruite. Donc c'est autant d'indices
qui laisse quand même avec une saveur de préoccupation. Si la tâche, l'ampleur de la tâche est telle que pour un pays aussi pauvre, on ne peut pas s'attendre à ce que des miracles soient faits non plus. Donc, par contre, on peut observer qu'il y a une certaine bonne volonté pour aller de l'avant avec certains projets quand c'est possible, mais on aurait mieux aimé que ça puisse se faire avec un rythme plus accéléré. Pour cela, il faudrait qu'Haïti puisse surmonter de nombreux défis, entre autres la misère, le chômage, l'impunité, en implémentant une bonne gouvernance et surtout moins dépendre de l'aide externe en renforçant les capacités de l'État. Michel Pierre-Louis, présidente de FOCAL, la Fondation Connaissance et Liberté, et ex-première ministre d'Haïti de 2008 à 2009, témoigne de son expérience à ce sujet. Avril 2010, je rencontre un haut gradé d'une ambassade importante de ce pays et qui me dit, vous savez, on a déjà dépensé 1,2 milliard de dollars en Haïti. 1,2 milliard. Je dis quoi? Il me dit oui, parce que nous sommes obligés de tout comptabiliser. Il y a un bateau hôpital dans la rade. Et chaque jour, nous sommes obligés de comptabiliser l'essence, ce que nous coûte une infirmière, ce que nous coûte un cuisinier, ce que nous coûte un médecin, chaque seringue, chaque boule de coton, tout est comptabilisé et tout passe comme aide à Haïti. Donc, il faut qu'on prenne en compte aussi tous ces paradoxes, finalement. Et c'est dur de dire qu'il y a très peu de choses qui, finalement, restent au pays. Et moi, pour avoir été au gouvernement, encore une fois, je pense qu'il est extrêmement important d'aider le secteur public. Il est extrêmement important de renforcer les capacités de l'État. Et ce prétexte de corruption, c'est pas qu'il n'y en ait pas, hein. Il y en a plein, comme partout. Comme partout, il y a des scandales de corruption partout, dans les pays les plus développés qui soient. Donc, ça ne peut pas être un prétexte à ne pas essayer de rentrer dans une logique de renforcement des institutions publiques. Et moi, je plaide pour ça, bien pour avoir été dedans et pour avoir vu la différence que ça fait lorsque ça se produit. Tout le monde sait aujourd'hui que les parties haïtiennes, gouvernement, ONG et société civile, ont été tenus à l'écart de la reconstruction de leur propre pays. Pourtant, dans ce marasme dramatique, il y a des avancées et des initiatives qui démontrent de la volonté d'Haïti de s'en sortir. En ce sens, le magnifique parc de Martissan, construit par la FOCAL sur l'ancienne habitation de la danseuse américaine Catherine Dunham, est exemplaire. Au milieu d'un bidonville qui fut, il n'y a pas si longtemps, une zone de non-droit, se dresse aujourd'hui ce magnifique espace public qui se veut non seulement un parc botanique et médicinal, mais aussi un espace culturel, éducatif et récréatif. Le mémorial du parc de Martissan aux victimes du séisme du 12 janvier 2010 a ouvert ses portes au public le 31 janvier 2011. Des travaux d'infrastructure ont été également aménagés dans le quartier, parmi lesquels l'adoquinage des rues, l'installation de réservoirs d'eau et des travaux d'assainissement de grande importance. Une victoire souvent passée sous silence par la presse locale, mais Michel Pierre-Louis ne se décourage pas pour autant. Après une catastrophe de cette envergure, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que le processus de reconstruction aille beaucoup plus vite qu'il n'a été. N'empêche, et pour avoir été au gouvernement et savoir la précarité dans laquelle se trouve souvent l'exécutif dans ce pays, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il est évident qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais quand on voit les possibilités qu'a eu le gouvernement avec Petro-Caribé pour pouvoir investir dans l'infrastructure routière, dans les places publiques, donc dans des lieux pour la population, bien qu'il reste encore beaucoup à faire, dans la reconstruction de certains édifices publics, je pense qu'il faut le reconnaître qu'il y a eu certainement des avancées. Ce qui a été fait dans certains quartiers précaires, ce que nous faisons ici à Martissan, c'est un parc public, vous allez vous en rendre compte. Je pense que c'est indéniable qu'il faut pouvoir balancer et équilibrer un peu ces résultats-là. Naturellement, je ne suis pas au courant de tous les détails, de tous les chiffres, de tous les pourcentages. Je lis, je vois ce qu'on dit, je vois les satisfaits qui se donnent, je vois les critiques aussi. Mais je pense que pour être équilibré,
Et c'est important de voir ce qui s'est fait et de constater que dans les difficultés dans lesquelles se trouve ce pays, généralement, il y a des choses qui se font. Maintenant, c'est Port-au-Prince et ses environs qui ont été surtout touchés par le séisme. Il faut aussi voir ce qui se fait en dehors de Port-au-Prince. Donc là aussi, je pense que moi, je travaille beaucoup en milieu rural et je crois qu'il y a encore beaucoup d'énergie chez les organisations pour aller de l'avant, pour trouver des appuis financiers, logistiques, techniques, des formations. Ce qui veut dire que c'est un peuple qui vit. Et c'est le constat que je fais ici et je pense que c'est la chose la plus importante. L'acteur Sean Penn s'est beaucoup investi en Haïti et a joui de sa popularité hollywoodienne pour créer et financer l'ONG JP Haitian Relief Organization, qui a relogé des milliers de sans-abri à Port-au-Prince. On a parlé de lui partout et souvent avec raison. L'ingénieur Clément Bélizaire n'a pas bénéficié d'une telle couverture médiatique internationale. Pourtant, cet homme et sa petite équipe effectuent tous les jours des changements dans la vie de certains Port-au-Prinциens. Responsable du projet 16-6, une opération mise en place par le gouvernement pour faciliter le relogement des familles déplacées de 6 camps dans 16 quartiers, il œuvre entre autres dans les bidonvilles de Néret et de Morne-Hercule dans les hauteurs de Pétionville. Accompagné de la mairesse intérimaire de cette commune, notre équipe s'est rendue sur place pour découvrir les progrès effectués dans ce bidonville depuis le séisme. Ici, à première vue, la vie refleurit dans une ambiance saine. Jeux de dominos, sourires d'enfants et de vieillards, on est très loin des anciennes masures qui s'agrippaient aux collines. Aujourd'hui, une partie de la population peut enfin vivre dans la dignité, dans des constructions parasismiques et numérotées. L'ingénieur Bélizaire nous parle des défis relevés pour atteindre un tel résultat. On a fait la mobilisation sociale qu'il faut pour que les gens puissent accepter le projet. Maintenant, il y a plusieurs cas de reconstruction de maisons. Il y a le cas comme celui-ci, ou des logements collectifs, et il y a des logements individuels. Pour le collectif, pour moi, et pour nous tous, c'est clair, après l'expérience, que c'est la voie, la copropriété, parce que ça permet premièrement, non seulement de densifier en hauteur, et ce faisant, de créer des espaces créatifs, des espaces en commun, justement pour que les gens puissent avoir une vie. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui s'en tiennent à mon terrain. J'étais là, maintenant tu me dis que je vais de ce côté-là, et là, vraiment, ça a été la catastrophe. C'est-à-dire, ils n'y croyaient pas? Non, bon, ils ne croyaient pas en l'opérationnalité, la force du modèle de logement en copropriété. Donc il y a quand même quelques bénéficiaires dans le quartier, on va voir la différence tout à l'heure, qui ont reçu une unité de logement qui fait 22 mètres carrés sur laquelle ils peuvent mettre un étage, un autre niveau, pour arriver aux 42 mètres carrés, etc., etc. Mais quand même, et malheureusement, par exemple, on a un cas à côté là où la famille ne voulait pas donner son terrain, ne voulait pas qu'on détruise sa maison. Et maintenant qu'ils voient ce qui a été fait et qu'ils demandent de participer, mais c'est trop tard, c'est toujours comme ça. Donc on va voir les deux. Et là, vraiment, comme tu dis, il y a lampadaire solaire, il y a espace en commun, et il y a des balustrades de protection. Regarde les enfants, ils ont tous des fosses septiques. Okay, ils ont des sanitaires corrects, etc. Donc vraiment, ça c'est la voie. Et on est dans un quartier à haut risque. On est dans un quartier qui est, moi je pourrais appeler ça une zone jaune, où vraiment les risques sont importants, les risques sont mitigables, mais les risques sont importants. Et on a justement excavé pour trouver de la terre ferme, on a fait les murs de rétention, tout ce qu'il fallait faire au point de vue géotechnique pour stabiliser les sols ici avant de mettre les constructions. On a mis les constructions dans les normes aussi. Plus de 250 000 personnes vivent au Morne-Hercule, qui a été un des quartiers les plus affectés par le séisme de 2010. Malgré ces progrès, la tâche reste immense. Et s'il y a des heureux, il y a aussi des frustrés. Ces derniers n'ont pas osé s'exprimer à notre micro, car en Haïti, on reste prudent devant les représentants du gouvernement. Pierre-Louis vit ici depuis 18 ans. Après le séisme, il a dû se déplacer avant de revenir. Aujourd'hui, il est l'un des heureux bénéficiaires, mais fait preuve de retenue face à toutes les autres familles qui n'ont pas eu sa chance. Je suis très content parce que la construction anarchique qui nous a gagné longtemps. Je suis très content, car comparé aux anciennes constructions anarchiques, celles-ci sont nettement différentes. Elles sont parasismiques, et nous avons beaucoup plus d'espace qu'auparavant.
nous bénéficions plus que ça nous avons gagné déjà. C'est bien. Nous toujours remercier celle-ci. Nous avons toujours remercié le programme C6 et l'UNOPS pour le travail effectué ici. Toutefois, il y a encore des gens lésés dans la zone. Ils demandent toujours ce qu'on va faire pour eux. Alors, j'attends aussi que les autres soient satisfaits, car je ne peux pas toujours dire que je suis content alors qu'ils sont au chômage ou sont plus âgés que moi. J'espère donc qu'eux aussi trouveront satisfaction. Il y a satisfaction pour eux, mais après ça, nous sommes très contents. Comment prioriser une satisfaction immédiate en lieu et place d'une planification urgente et raisonnée? C'est la question que beaucoup se posent depuis des années face à la monstruosité de ces constructions anarchiques. Ainsi, dans le bidonville de Jalousie, l'opération gouvernementale Jalousie en couleur, qui a maquillé la misère derrière une fresque géante, n'a pas écarté les dangers encourus par la population. Or, ces derniers sont toujours bien réels, comme nous l'explique l'ingénieur et sismologue Claude Prepty. En jaune, ça c'est Jalousie, vous avez des formations, ce sont des conglomérats, heureusement, qui sont assez durs, qui sont assez compétents. Et au bas de Jalousie, vous avez un sol moins compétent. Et c'est là que l'on peut enregistrer des glissements de terrain. Et dans le jaune... Donc c'est-à-dire que si par exemple... Alors en plus, il y a une faille majeure. Il y a une faille majeure qui passe et au bas donc, de... s'il y aurait par exemple donc, le tremblement ici, si je comprends bien, ingénieur, il va toucher le bas qui est déjà plus friable et donc tout le haut risque de s'affaisser. Puisque les pentes sont très fortes, il y a risque de glissement de terrain. Donc les maisons qui sont en haut vont descendre... pratiquement vers le bas. Et ça donnerait quoi ça comme catastrophe? Bon, imaginez ces maisons qui sont perchées sur Jalousie, on dit qu'il y a près de 200 000, 300 000 personnes, hein. Beaucoup de maisons, et ce sont des maisons qui ne sont pas construites par des professionnels. C'est de l'autoconstruction, il y a de mauvaises pratiques constructives, donc une forte secousse sur une pente aussi forte va engendrer des dégâts considérables. Il y a quelques mois, bien avant qu'on peigne Jalousie, ingénieur, vous avez lancé déjà ce cri d'alarme. Et à peine 2 ou 3 semaines après, on commençait le gouvernement a investi 5 millions de dollars dans ces peintures. Quelle a été votre réaction? Bon, c'était une coïncidence parce que l'étude de microzonage était pratiquement prête et avait révélé que l'aléa mouvement de terrain est très fort dans les hauteurs de Pétionville et particulièrement à Jalousie. Bon, je ne savais même pas qu'on avait un projet pour Jalousie, qu'on avait le projet de peindre. Et à ma grande stupéfaction, j'ai vu que on a commencé par peindre et qu'on devait aussi améliorer la vie des gens. Moi, j'ai dit que maintenant, il faut arrêter, il faut stopper l'urbanisation. Il ne faut plus permettre aux gens de construire ici. Et maintenant, au cas par cas, voir quels sont les bâtiments, les quartiers à déplacer. Et ensuite, quels sont les travaux de confortement qu'il faut faire pour pouvoir stabiliser la zone. Est-ce qu'on vous a entendu? Bon, moi, quand je dis quelque chose, je dis ce que j'ai à dire. Bon, maintenant, si on veut m'entendre, on m'entend, mais si on ne veut pas, tant pis. Vous n'avez donc pas eu de réaction officielle? Non, aucune réaction officielle. Bon. D'abord, c'est une étude qui a été commanditée par l'État haïtien. C'est une étude qui a été réalisée par des fonds haïtiens. Donc, je travaille pour l'État haïtien. Donc, je dis, voilà les résultats. Maintenant, si vous voulez tenir compte des recommandations, allez-y. Mais si vous ne voulez pas, tant pis. Alors, les résultats de cette étude ont été donc acheminés aux responsables, ingénieurs? On est à la phase finale, donc ces résultats vont être acheminés aux responsables, mais déjà nous faisons de la sensibilisation en disant à tout le monde, il y a eu un premier atelier de restitution qui a été ouvert par le ministre des Travaux publics. C'est une étude qui a été commanditée par le ministère des Travaux publics et le ministère de la Planification. Donc ils sont au courant. Et alors on sait aussi, ingénieur, que malheureusement, toutes ces constructions anarchiques qui ont tué beaucoup de monde d'ailleurs pendant le séisme de 2010, continuent de se propager. Nous, on le voit d'année en année lorsqu'on arrive ici. On connaît aussi des problèmes pour évidemment délocaliser ces gens. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Est-ce qu'il y a moyen de délocaliser tout ça? Bon, moi personnellement, j'ai la part belle parce que je fais le diagnostic, je dis, bon, les choses ne vont pas bien ici, ça va mal ici. Maintenant, les choix politiques appartiennent au gouvernement. Je sais que c'est difficile parce que vous avez un bâti existant, vous avez une population qui est déjà logée. Et lorsque vous déplacez, vous délocalisez des quartiers, il faut trouver maintenant d'autres quartiers, il faut avoir des fonds pour reconstruire, créer de nouvelles infrastructures. Je sais que c'est difficile dans un pays où il y a beaucoup de priorités, mais ce sont des choix politiques. Choix politique. Les mots sont jetés tels des dés.
Et dans ce pays, il pèse lourd. 4 ans après le séisme, Claude Prepty ne dispose ni de bureau ni de budget. C'est tout dire sur les leçons tirées de la catastrophe de 2010. Quant au camp, à la mi-février, le responsable de l'Agence nationale de la recherche, Javier Herrera, révélait dans une étude parue dans le journal Les Échos en France que 9 ménages sur 10 ayant séjourné dans un camp n'ont toujours pas trouvé un logement adéquat. De ce fait, le logement doit être l'une des priorités des actions de reconstruction afin d'inverser la tendance réelle à la bidonvillisation des camps des déplacés qui engendre des carences sévères et rend la population encore plus vulnérable. Sur la route du Nord de Port-au-Prince, un monstre incontrôlable est né, Canaan. Ce camp est habité par 60 000 personnes qui vivent sans eau potable ni électricité. Personne ne sait quelles dispositions institutionnelles ont été prises face au développement anarchique de cette zone. Mais ici, tout le monde pense pouvoir être propriétaire. Alors on attend, envers et contre tout, la terre promise. L'idée de Canaan, c'est d'aménager, d'en faire premièrement une commune et d'aménager cette commune. Donc ça veut dire que, pour essayer de résumer, pour que les gens puissent comprendre, c'est de déplacer les familles à Canaan à même le site de Canaan. Ça veut dire que les prendre dans ce modèle désorganisé qui sont là aujourd'hui et les mettre de façon organisée. Parce que si je dis tracer la ville, construire les routes. Vous allez carrément créer une nouvelle ville. Venir et le problème, par exemple, dans des quartiers comme celui-là, s'il n'y a pas une trame, c'est difficile de venir avec les services. Parce que tu t'imagines, par exemple, pour venir avec de l'eau, à chaque fois que tu mets une courbe sur une ligne, tu perds de la charge. Donc quand tu as des lignes droites, des lignes rectilignes, ça fait ton affaire. Donc il y a certaines positions qui vont être maintenues, mais il y en a d'autres, des personnes qui vont être déplacées. De toutes les façons, les gens, s'ils ont acheté des terrains, les papiers ne sont pas bons. Ils ont de mauvais titres, mais de toutes les façons, ils ont été déjà recensés et on va les réorganiser. Mais ils ont déclaré que carrément, c'est une ruée vers l'or. Ils ont déclaré qu'ils sont propriétaires. Oui, c'est pour laquelle ça s'appelle Canaan. C'est la terre promise de la Bible, etc. Mais il y a beaucoup de gens également qui font du désordre aussi. Mais il y a des recensements qui se font systématiques et ça va s'arrêter à un moment. Il est indéniable que le gouvernement actuel est celui qui, en 3 ans, a effectué le plus de travaux d'infrastructure, même si certains ont été hérités de l'administration précédente. Les nouvelles routes s'étendent de la capitale à Pétionville et des montagnes aux vallées. Ici, par exemple, sur la route du Sud, le ministère des Travaux publics poursuit de grands travaux pour faciliter l'accès de la capitale aux provinces. Toutefois, ces infrastructures, principalement effectuées grâce au programme Petrocaribé du Venezuela, ont été financées dans une opacité totale. À travers le Petrocaribé, la dette d'Haïti envers ce pays s'élève désormais à plus d'1,127 milliard de dollars américains et personne n'a de détails sur l'utilisation réelle des sources de financement. Idem pour la création d'emplois ou pour l'électricité. Sur la grande route de Delma, de nombreux panneaux solaires ont été achetés au prix fort et sans appel d'offres. Le gouvernement a fermé les portes de la centrale e-Power depuis 9 mois, une centrale qui pourtant fournissait 30 MW moins cher que l'électricité d'Haïti. Aujourd'hui, le contrat a été donné gratuitement à une famille connue pour être proche de tous les pouvoirs qui se sont succédés. En attendant, le pays reste plongé dans le noir et sans électricité. L'année 2014, année électorale, sera cruciale pour la reconstruction d'Haïti. Mais au-delà de cette dernière, c'est aussi et surtout la justice sociale de ce pays qui est en jeu et l'ingénieur Bélizaire en est bien conscient. Les leaderships haïtiens de maintenant jusqu'au point où on sera une nation rétablie doivent être des leaderships de service. Il faut venir en aide aux Haïtiens, que ce soit pas seulement du point de vue financier, mais même du point de vue mentalité, du point de vue mental, du point de vue moral. Okay? Parce que quand même c'est une nation qui est perdue. Okay? Il y a eu trop des changements trop brusques, des changements qui ont été mal, des virages mal appropriés, etc. Donc vraiment, la population est perdue. Et tout ce désastre, tout ce désordre qui est arrivé là, c'est la faute à nous. C'est parce qu'on a mal fait. Premièrement, nos dirigeants passés n'ont pas eu le courage de prendre des mesures impopulaires des fois. Des fois, prendre des mesures impopulaires, les bonnes mesures en général sont impopulaires. Donc, il faut avoir le courage de les faire. Et en les faisant, il faut avoir quand même toute une nuance, il faut avoir certaine compassion des gens, il faut respecter les droits des individus. Donc une fois que, même quand les mesures sont difficiles à prendre, mais
si les leaders, les décideurs se donnent la discipline de respecter les prescrits, par exemple, des droits de l'individu uniquement, ça change toute la donne. Donc ça veut dire que il faut communiquer. Les méthodes du Valier ne tiennent plus. Ils ne vont jamais plus tenir. Donc il faut vraiment communiquer avec les gens. La mobilisation sociale, les travailleurs sociaux, on en a besoin. On en a besoin de beaucoup de travailleurs sociaux parce que, au fait, c'est là que ça se joue. Pour le reste, ce n'est que du génie civil. Tu vois, on a plein d'ingénieurs qui ont été formés, qui ont été mis à niveau dans les constructions parasismiques. Donc ça, le génie civil n'est plus un problème. Mais vraiment, le problème majeur, c'est la mobilisation sociale. Et là, c'est là que ça se joue. C'est comment changer, parce que c'est une mentalité qui nous a amenés ici. À toute cette destruction, 200 000 morts, etc. Combien de millions de maisons endommagées. Ça, c'est une mentalité. Cette mentalité n'est pas uniquement l'apanage des dirigeants, mais de tous les Haïtiens aujourd'hui. Si elle ne change pas et que l'inclusion de tous ne se concrétise pas, le sacrifice de la génération montante risque d'entretenir un cercle vicieux intergénérationnel, gageant la croissance économique à long terme. Voilà le plus grand défi qui attend Haïti. En effet, sans ce changement, un tel engrenage installerait durablement ce pays dans une trappe à pauvreté à laquelle il deviendra difficile d'échapper. Nous laissons dès lors le dernier mot au poète, écrivain et peintre Franck Etienne. Il faut un leadership national populaire. Il ne s'agit pas au niveau d'un petit groupe de manifester sa bonne foi ou bien d'avoir des vœux pieux pour changer Haïti. Il nous faut la prise de conscience nationale axée sur ce que j'appelle un leadership qui est national, populaire, sans rejeter la dimension universelle. Car nous sommes actuellement dans un climat international d'ingérence. Haïti est occupé, c'est clair. Mais à l'intérieur de cette occupation, à l'intérieur de cette tutelle, à l'intérieur de ce protectorat, je ne sais pas le nom, je ne suis pas juriste, je ne sais pas quel nom il faut donner, mais le fait est que il y a un remote control à distance qui fait que l'Haïtien n'a pas la possibilité de gérer en toute indépendance cette petite terre qui est sienne, cette terre pas non liée. Haïti! Haïti, c'est pays lié.